à cette présentation, donc DevOps en 2025 avec Argo CD. On va vous parler de ça ensemble avec Anaïs. Donc Anaïs Alex et Léo Richard. Et en bas, il y a une petite blague. Alors, Léo Richard, moi je suis développeur chez Kaizen Solutions, donc développeur full stack. Je travaille essentiellement dans le web, back-end, front-end et aussi DevOps du coup. Et j'intègre les solutions du coup en DevOps que je développe pour mes clients. Et Anaïs Alex, donc développeur full stack aussi, mais plutôt back et cloud. Et je travaille pour Schneider Electric en ce moment. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est que le DevOps en 2025 pour nous. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on travaille avec des outils DevOps, avec de la CI, avec de la CD, du déploiement continu. Ça dépend des clients, ça dépend des projets et ça dépend du niveau d'exigence, jusqu'où on va aller en fait dans la CI et la CD. Là, on est allé assez loin et on va essayer de vous montrer jusqu'où on est allé. Alors déjà, on va définir un petit peu ce que c'est le DevOps. Comme ça, vous pourrez voir, donc on va présenter différentes technos et vous pourrez rattacher les wagons là où vous vous êtes arrêté ou peut-être que vous êtes encore bien meilleur et que vous êtes allé plus loin. Ensuite, on va définir les outils de base et ensuite, on va vous montrer comment l'appliquer à son projet. Donc on va vous montrer d'un projet développé en local, un projet qui tourne sur votre poste, jusqu'à un déploiement automatisé, entièrement automatisé. Et c'est parti. Donc du coup, pour nous, qu'est-ce que c'est le DevOps? Donc DevOps, c'est Dev plus Ops, donc c'est plutôt le cycle complet de développement, on va dire. Donc on va dire qu'on va d'abord planifier ce qu'on va faire, coder, build, test, faire du suivi en prod, du monitoring, et essayer d'appliquer des bonnes pratiques, donc de l'intégration continue, de la livraison continue, du monitoring, de la doc, améliorer les tests si possible à chaque fois, pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est assez difficile en fait de définir ce que c'est un DevOps, un poste DevOps. Est-ce qu'on peut faire une fiche de poste avec DevOps simplement? C'est pas forcément évident. Ça correspond à tout ce cycle et on peut s'intégrer dans une partie de ce cycle. On peut essayer de le faire de bout en bout sur un projet et pas sur un autre. Un DevOps aujourd'hui, c'est assez difficile à définir. Du coup, on a pris le parti pris de vous expliquer quelques définitions, plus ou moins complexes si on peut dire après, dans le but de ne pas vous perdre dans la présentation. Donc tout le monde connaît, je pense, Git, mais Git, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de version qui nous permet de développer entre nous et de stocker notre code. Et par-dessus, on peut avoir du GitLab, du GitHub, de l'Azure DevOps, qui nous permettent d'avoir des outils en plus, comme de la relecture de pull request, de la gestion de projet, ce genre de choses. Et après, donc, si on continue, donc basé sur ce qu'on va vous présenter après, on a la petite baleine bleue, Docker. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une techno qui permet de déployer et d'exécuter dans des conteneurs. Donc des conteneurs, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est léger, c'est isolé, ça intègre tout. Donc c'est vraiment un peu comme une VM. On peut définir tout ce qu'on veut dedans. Et comme on sait ce qu'on a mis dedans, c'est portable et ça peut tourner sur n'importe quelle machine, peu importe où on veut le déployer. Simplement juste à main levée, Git, est-ce que ça parle à tout le monde? Docker. Ok. Kubernetes. Super. Kubernetes. Donc, qu'est-ce que Kube? Kube, donc si on se base sur Docker, ça permet de faire du déploiement de la gestion de la mise à l'échelle de conteneurs. Donc par exemple, Docker ou Podman ou d'autres choses qui permettent de faire de la containerisation. Et l'avantage qu'on peut avoir, c'est que ça fait de l'orchestration. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on veut lancer, à quel moment, dans quel ordre, les ressources qu'on va vouloir lui donner, jusqu'où ça va pouvoir aller, et on va pouvoir savoir l'état de nos services à un instant T et avoir leur log aussi. Voilà, donc on en a fini avec les définitions. Je suis content, ça parle à peu près à tout le monde. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez lues ou vues ou que vous avez réellement touchées et mis en production, des projets sur Kubernetes, Kubernetes ou Kubernetes. Et maintenant, on va regarder comment passer d'un projet local à un projet déployé automatiquement. Donc l'idée en fait de ce truc-là, de ce talk, en fait, elle est venue d'un projet qu'on avait en local, qu'on avait développé en local. Et l'idée, c'était d'apprendre un peu les nouvelles technos et le DevOps. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter là. On va vous présenter ce processus. En fait, on a commencé par développer un projet en local
que je vais vous présenter. Alors, Random JDR, donc JDR pour jeu de rôle. Je suis un gros joueur de Donjons et Dragons et il m'arrive de masteriser des parties, donc de raconter une histoire à des gens. Et à des moments, je dois avoir de l'inspiration pour trouver des personnages non joueurs, c'est-à-dire des personnages qui ne font pas partie des personnages qui jouent autour de la table, mais qui vont interagir avec mes personnages. Donc je vais avoir besoin par exemple de générer un orc ou un humain ou un elfe. J'ai aussi mis qu'on pouvait changer la langue, c'est un choix discutable. Mais bon, voilà. Donc ce truc-là, c'est un front-end en Angular qui va communiquer avec un back-end en Python. Et cet outil va permettre de générer un personnage non joueur de Donjons et Dragons aléatoire. Derrière, il y a un LLM, donc c'est ChatGPT, enfin ce genre de truc, qui va générer en fait un payload, donc du JSON, qui va retourner à ce front-end. Et ce front-end va l'afficher de façon jolie. Voilà, donc c'est Toto, c'est un humain, il a 63 ans, et sur lui, il a une hachette, et si vous lui demandez, il va vous donner telle quête. Voilà. Donc c'est assez basique. On a du coup un back-end, un front-end, on a une petite base de données pour sauvegarder des personnages, et ensuite on a une communication à l'externe vers le LLM de notre choix. Alors, le développement local, on connaît à peu près tous, c'est le chez moi ça marche, pardon. Donc du coup, on a un front-end qui tourne en local avec npm start ou je ne sais quoi. Nous, c'était du Angular, vous, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ensuite, on a un back-end qui va interagir, enfin le front-end va interagir avec un back-end via une API REST, et ce back-end, il est en Python. Ensuite, le back-end, lui, il interagit avec une base de données. Alors nous, on a fait le choix de Postgre, mais bon, c'est agnostique, hein. Les technos, peu importe ce qu'il y a derrière. L'objectif, faire communiquer localement ces différents services. On va partir du principe qu'on y est arrivé. Alors, voilà la situation actuelle et voilà la roadmap de ce qu'on va vous présenter au fur et à mesure de cette présentation. Je te laisse faire, Alice. Donc comme Léo l'a expliqué, pour l'instant, on est en local, donc on est, on va dire, sur un ordinateur. On a notre front, notre back, notre base de données qui tourne. Et on est là pour essayer de faire de la CI/CD, du DevOps, et donc essayer de le déployer quelque part où ça sera accessible, par exemple, par d'autres utilisateurs. Donc on va faire la première étape qui est essayer déjà de mettre notre code en dehors de notre PC. Donc ça va être l'héberger sur Git, donc peu importe la plateforme qu'on choisit. GitHub, GitLab, Azure DevOps, du Git local si votre employeur ne veut pas que ces données quelque part. Donc là, c'est le choix qui a été fait, c'est GitHub. Donc on a créé un repo pour ce qu'on vous a présenté. Donc c'est un repo où dedans, il y a le front et le back qui sont dans le même et unique repo. Et après, donc la première étape qu'on va faire, c'est on va créer des GitHub Actions. Donc des GitHub Actions, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est spécifique à GitHub, mais ça existe de partout. C'est des pipelines qui vont nous permettre de faire des actions sur notre code. Donc une fois qu'il est poussé dans le repo. Donc là, en l'occurrence, la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la CI. Donc on a du Continuous Integration. Donc on a rajouté à linter des tests et on va build. Donc à linter, c'est pour vérifier que le code statique est bon, donc qu'on respecte la sémantique, qu'il n'y a pas de problème de base et ce genre de choses. On a écrit quelques tests, comme ça on pourra vérifier que la qualité de code sera toujours vérifiée à chaque fois qu'on va push dans notre repo. Et après, on vérifie bien sûr que ça build, parce que sinon on est bien embêté. Donc une fois que c'est ouvert, on peut considérer qu'on a bien toujours la même qualité et on peut continuer à développer. Voilà, donc on va pouvoir avoir des contributeurs qui vont pouvoir contribuer à notre projet et on va pouvoir s'assurer de la qualité de leur code avant même de faire des pull requests et code review, de la qualité de ce qu'ils ont fourni. Le dépôt, du coup, surveille le projet. Et là, on est, du coup, sur, si vous avez assisté à la conf juste avant dans cette salle, 45 minutes pour mettre ça en place à peu près. Enfin, c'est la promesse. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, on a dit une pipeline, ça peut être un peu n'importe quoi avec plein de briques. Donc, on a dit qu'on a un back, un front, donc c'est pas le même langage, donc c'est pas forcément les mêmes attentes non plus. Donc là, on vous a mis pour le back et pour le front, qu'est-ce que c'est pour ce projet? On peut avoir du séquentiel, on peut avoir aussi des tests qui vont tourner en parallèle, puis appeler un test après. Ça peut faire gagner du temps, il y a des choses qui sont nécessaires pour l'un et pas pour l'autre. Donc c'est vraiment, chacun fait comme il veut, ce qu'on a besoin pour notre projet, et ça peut marcher, j'ai envie de dire, à toutes les sauces, parce que finalement, peu importe le langage, on peut faire des tests, on peut faire de la vérification.
Il y a un truc que je trouve assez important, moi, dans mes projets, dans mes différents projets. Il y a un temps non négligeable quand je travaille sur une CI d'optimisation. Donc de création de cache, par exemple, de cache NPM quand on fait des installations de package, ou voilà, d'optimisation, en fait, qui va faire que ici, là, bon, le projet n'est pas énorme, hein, donc je peux me la péter, bien sûr, mais sur vos gros projets de 200 000 lignes de code, c'est probablement différent. Mais en fait, la rapidité des pipelines, c'est quelque part une feature. Ça devient beaucoup plus agile, beaucoup plus souple d'avoir une pipeline qui s'exécute en 25 secondes, tout en parallèle, voire avec un petit peu de séquentiel, qu'une pipeline qui s'exécute en 3h30. Alors la situation actuelle, donc du coup on est sur notre dépôt local, on a toujours notre projet en local, et là on déclenche une action, donc avec un git push, qui va déclencher, à partir de notre code source, notre CI. Donc la suite de la roadmap, ça va être ici, la partie CD. Hop. Alors notre projet, il tourne en local et il est hébergé sur GitHub. Super, maintenant personne ne peut y accéder. Pour l'instant, à part l'installer chez lui et le faire tourner chez lui, il ne peut pas l'utiliser et jouer avec. Alors la prochaine étape, ça va être de conteneuriser, pardon pour mon français, le projet. Donc là, on est sur un monorepo, on a un backend, un front-end, on va avoir besoin de 2 conteneurs Docker, un pour le backend, un pour le front-end. On va aussi avoir besoin d'une base de données. Nous, on a fait le choix de le déployer plus tard, on vous expliquera après. Globalement, on n'a pas de Dockerfile pour notre base de données. Donc là, on voit un Dockerfile pour le backend ici. Donc là, c'était du Python. Donc on est sur... tiens, on retrouve UV qu'on a vu dans la conf de tout à l'heure. Ça, c'est moi, en fait. Et puis ensuite, bah, voilà, on déclenche tout ce qu'il faut pour installer les dépendances et ensuite pour exposer le projet sur le port 8000. Ici, on est sur du front-end. Donc là, on fait un double stage. Pour pouvoir sécuriser, limiter la surface d'attaque, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et derrière, on a un Nginx qui sert les fichiers statiques sur le port 80. Hop. Alors avec ces Dockerfiles, on va pouvoir rajouter des actions du coup sur GitHub. Sur GitLab, ce serait la même chose. Sur Azure DevOps, ce serait la même chose. On va pouvoir builder notre projet, donc builder les images Docker. Et là, pareil, encore une fois, on va pouvoir gérer du cache. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir gérer du cache pour pouvoir cacher en fait les étapes de build de Docker. Et donc là, à nouveau, on se retrouve avec une optimisation qui coûte pas très cher en fait, où on va cacher les couches de nos images Docker. Et du coup, on a des builds qui durent 4 secondes. Voilà, ça c'est pas mal. 35 secondes ici, celui-là c'est pas le build, pardon, je me suis un peu emballé. 35 secondes ici, 1 minute 6 ici. Et donc là on détecte un changement, on va builder le front-end et on va builder le back-end. Et l'idée derrière, c'est qu'on ne fait pas que le builder, on va le pousser sur un registry. Donc un registry, c'est quelque chose qui permet d'héberger des images Docker qu'on va pouvoir ensuite réutiliser, installer sur d'autres serveurs. Donc nous, c'est ce qu'on fait ici, build and push, et on va pousser ça sur le registry de... nous, on a fait le choix de celui de GitHub, qui de toute façon était là pour nous. Vous, ça peut être votre registry chez votre client. Voilà, ça dépend un peu du contexte. Mais globalement, on va pousser ces images prêtes à l'emploi sur le registry. Et donc, on arrive à cette étape. Du coup, si on résume, on est parti donc d'un projet local sur notre PC, on a hébergé notre code sur Git, après on a rajouté des tests, grosso modo. Maintenant, on a ajouté donc du build et on va pousser notre image dans une registry. Et maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et le mettre dans un cluster cube pour que ça puisse être orchestré, managé et puis mettre à disposition de personnes. Alors, on va expliquer un peu cube, donc pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est des mots qu'on va utiliser après, pour essayer de ne pas vous perdre. Donc là, ce qui a été fait pour le projet, c'est que ça a été fait le choix d'un cluster cube qui est hébergé sur OVH avec 3 nœuds. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en gros, la plateforme c'est OVH. Dessus, on va sur un bouton, on clique sur déployer un cluster cube. Il préconise 3 nœuds, donc on a choisi 3 nœuds. Qu'est-ce qu'un nœud? Et qu'est-ce qu'un cluster? Donc vous avez le gros carré bleu, c'est un cluster. Donc c'est la grosse boîte dans laquelle on va stocker tout notre code. Après vous avez les différents petits hexagones. Donc ça va être à chaque fois nos différents environnements qu'on va déployer, donc des nœuds. Et on a dit qu'il nous en fallait 3. Donc dans notre fameux cluster, on va retrouver 3 fois cette brique-là.
Et dans chaque brique, on va retrouver normalement notre back, notre front et notre base de données, parce qu'on a dit que c'était nécessaire pour que ça fonctionne. Du coup, on va retrouver à chaque fois 3 fois ça qui va être déployé en une instance, si on peut dire, à chaque fois. Donc on va bien avoir à chaque fois notre petit back, front et notre base de données. Alors, le back et le front, on l'a vu, c'est des images Docker. Donc, elles sont déployées sur Kubernetes et elles sont orchestrées, managées par Kubernetes. La base de données, j'ai dit que j'en dirais un mot plus tard. La base de données, en fait, c'est une charte Helm. Pour ceux qui connaissent Helm, on va voir ça juste après, qui permet d'installer une PostgreSQL toute simple, préconfigurée. Et nous, on utilisait celle de Bitnami. Hop. Et du coup, comment ça marche après? Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donc faire des fameux fichiers Helm pour décrire nos services et pouvoir les tester. Donc on peut d'abord tester en local, on n'a pas besoin de déployer des directs pour commencer. À quoi ça ressemble? Juste pour que vous sachiez, donc ça ressemble à ça. Donc en gros, on va décrire ce qu'on va mettre dedans. Donc on va dire qu'est-ce qu'il y a, comment on va l'appeler, quelle ressource on va lui donner, donc CPU, memory. On peut lui dire au début combien il va avoir et jusqu'à combien il peut prendre s'il reste des ressources. Et comment il va être exposé, donc le fameux port qui a été montré tout à l'heure par Léo. Tout à fait. Et ici, on a le nom de l'image Docker qu'on va aller chercher. Et concrètement, après, une fois que c'est déployé, ça va ressembler à ça, que ce soit du local ou que ce soit du cloud, peu importe. On va pouvoir retrouver nos différents services, le nom qui va bien. On va pouvoir savoir la statut, les petits carrés, c'est leur statut. On va pouvoir savoir combien ils consomment actuellement et s'ils ont eu des problèmes, donc s'ils ont redémarré ou pas. Et par contre, c'est pas le seul truc qu'on déploie, parce que sinon c'est trop magique et ça marche pas. Du coup, il faut qu'on mette en place ce qui s'appelle par exemple un ingress controller. Donc on va donner une porte d'entrée à notre fameux cluster, sinon personne ne va pouvoir entrer dedans. Là, on voit que dans la configuration, il y a du HTTPS. Donc c'est pareil, HTTPS, c'est pas magique. Donc on va faire de la définition de certificat pour que ça puisse marcher. Et on a un DNS parce que c'est une adresse qui va être exposée, enfin c'est une URL qui va être exposée et pas une adresse IP. Donc il va falloir qu'elle soit résolue. Voilà, donc tout ça, on va vous montrer aussi comment le rendre magique. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour vous montrer de bout en bout comment on rend tout ça magique, mais je vous expliquerai après que cette config HTTPS, cette ingress controller, cette config DNS, on peut aussi les automatiser et simplement créer un namespace sur Kubernetes et obtenir directement nos résolutions DNS, nos certificats HTTPS automatiquement. Hop. Alors, on arrive à cette étape. On a notre déploiement en local, enfin on a notre code qui tourne en local. Quand on le pousse ici, on va arriver sur notre CI/CD. Donc le code source, on va faire tourner la CI dessus, on check la qualité, et ensuite on va faire la CD. On va builder les images Docker. On va pousser ces images Docker sur le registry, et lui, en fait, notre copain Kubernetes, il n'est pas au courant qu'on a changé quoi que ce soit à ce moment-là. Donc dans notre CD, ici, il va falloir qu'on lui dise Coco, il y a du code qui a changé, déploie-le. Et pour faire ça, on va faire un Helm install. Donc si vous en arrivez là, déjà, c'est... Enfin, honnêtement, sur une quinzaine de missions maintenant que j'ai fait, j'ai jamais vu ça, là. On n'est jamais arrivé jusque-là. Cette étape-là, c'était à la main. On faisait ça à la main. Si vous arrivez ici, déjà, vous êtes vraiment bien. Parce que ce petit Helm install là que vous faites ici, vous le faites dans la CD. Donc à chaque fois que vous allez pousser du code, déployer du code, il va se déployer automatiquement sur Kubernetes. Par contre, le Helm install, la commande Helm install, c'est votre CD qui va le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre dépôt GitHub ici, vous allez avoir besoin des identifiants de votre cluster cube, donc devoir les conserver quelque part dans votre dépôt qui n'a rien à voir en fait avec votre cluster cube. Donc vous avez des problèmes potentiels de sécurité, etc., etc. Et donc on va voir comment on va faire pour automatiser cette partie. Et c'est là tout la magie de cette présentation. Donc là, en fait, jusque-là, c'était une introduction de 25 minutes sur ce qu'on fait en général dans ces cas-là et comment est-ce qu'on peut arriver à un truc à peu près automatique. Et là, on arrive à la magie. Alors, Argo CD. Argo CD, c'est le petit poulpe ici. C'est marrant d'ailleurs, Kubernetes, Docker et tout ça, c'est toujours des trucs de la marine. Enfin, c'est rigolo. Et Argo CD, c'est un outil du coup open source de déploiement continu pour Kubernetes. Ça fait exactement ce qu'on veut. En gros, c'est un outil qui va tourner, qui va surveiller du code et qui va le déployer en continu. Il automatise la gestion et la synchronisation des applications déployées sur un cluster cube.
Ok, bon, jusque-là, ça confirme. Et il utilise Git comme source unique de vérité pour la configuration des applications. Donc ça, c'est les dépôts GitOps. En fait, on parle souvent de ces pratiques GitOps. Bienvenue. Alors, si vous voulez, vous pouvez traverser, hein, ça ne me dérange pas. En fait, là, ça me dérange. Merci. Hop. Bon, ça fait beaucoup de théorie. Du coup, on va essayer de faire une démo en live. On va vous montrer le fameux cluster qui tourne et Argo CD qui tourne et qui surveille notre dépôt de code. J'aimerais bien savoir combien de temps il nous reste, s'il vous plaît. 25 minutes. Excellent. On va avoir le temps pour la démo et les questions. Donc là, j'ai un problème. C'est que j'ai une zapette, un micro et je dois faire la démo au pad. Attends. Hop. Hop. Eh. Pardon. Alors. Là. Ok. Donc ça, c'est pour après. Là. Donc, Random JDR ou Random DND, Dungeons and Dragons, pour les intimes, ça, c'est le dépôt de notre projet. C'est le dépôt qui contient le code source de notre projet. Donc, on a un back-end, un front-end et des recettes Helm, des charts Helm. Les charts Helm, elles vont décrire comment déployer ce projet, donc back-end, front-end, sur Kubernetes. Ensuite, ici, on a GitHub Workflows, donc ça, c'est tout ce qui contient la CI/CD, en fait. Ici, on a des petits trucs réutilisables, backup, back-end et front-end. Tout ça, ce code-là, ces dépôts, ils sont publics, et on va vous donner les URL à la fin. Vous pourrez regarder, en fait, pour vous inspirer. Là, l'idée, c'est pas d'aller à fond dans le détail, c'est vraiment que vous ayez à peu près les idées claires sur ce qui est possible de faire, et vous aurez du coup le comment le faire sur ces dépôts. Alors, ici, on a la CI du backend qui est configurée. Ici, on a la CD. La CD, finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle build des images et qu'elle les pousse sur les registries. Et ensuite, on a la CI du front-end. Et ça, c'était à l'époque. Voilà, là, ici, ce truc-là, ça permet de vérifier qu'on n'a pas écrit n'importe quoi dans les charts Helm. Donc, ça fait un Helm lint, en fait, et ça passe pas si jamais on a écrit n'importe quoi. Ça, c'est du bonus. Je vous en parlerai après. Hop. Voilà, donc on est sur ce projet. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur ce projet? On peut aller voir Helm ici. Et là, on va avoir les charts, les templates. Ceux qui sont à l'aise avec Helm, vous n'aurez pas trop de mal à vous y retrouver. Mais ici, en gros, on a les configurations à l'intérieur qui vont nous dire, voilà, j'ai besoin d'un service back-end, j'ai besoin d'un... Faut pas que je fasse de bêtises, je viens de mettre en mode édition. J'ai un front-end aussi. Voilà. J'ai l'image Docker du front-end, c'est celle-là. J'ai besoin de tant de ressources. J'ai besoin de taper sur l'ingress nginx pour qu'il puisse communiquer avec depuis l'extérieur. Et ici, on a un peu de magie. Ça, je vous le détaillerai un peu plus tard pour générer des certificats HTTPS. Voilà, c'est à peu près tout pour ce dépôt-là. Donc ça, c'est notre dépôt. Il est d'un côté. Ça, c'est notre deuxième dépôt qui est de l'autre côté. Alors celui-là, il est hyper intéressant. C'est un dépôt GitOps. Donc le premier, on n'a pas écrit de README, on y est allé tranquille parce qu'en fait c'est une appli qui a zéro intérêt. Ce qui est intéressant, c'est plutôt celui-là. Celui-là, il y a un README, il y a plein de lectures. Si ça vous intéresse, allez-y vraiment. Et là-dessus, on a des petites choses intéressantes. Donc dans le dossier Argo CD ici, on va avoir randomjdr.yaml. Donc Argo CD, il nous expose des objets Kubernetes, des classes Kubernetes spéciales qui s'appellent des applications. Alors ils l'ont bien nommé, voilà, applications, ça vient de Argo Proj, et ça va aller pointer sur un dépôt GitHub. Donc là, on retrouve en fait l'URL du dépôt GitHub qu'on vient voir juste avant. Ici, on peut taguer la version qu'on veut déployer sur cette URL-là. Donc là, c'est la version 0.5.0. Je vais voir à gauche. 0.5.0, effectivement, elle a été taguée ici. Hop. Donc voilà, là j'ai quelques infos. RandomJDR, je lui crée un namespace. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. En gros, on pointe vers ce dépôt. Et en fait, Argo CD, lui, de son côté, il va aller lire cette configuration. Il va aller
taper sur le dépôt qu'on a vu juste avant et il va aller installer sa charte Helm. Regardez ici, on a l'URL du dépôt et en dessous, on a le chemin Helm. Quand on va ici, on est sur ce dépôt-là et on a le dossier Helm ici, avec toutes les recettes pour installer le front-end. Et donc là, on a fait le lien en fait entre notre infra et notre projet. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce lien, il n'est pas fait côté projet, il est fait côté infra. On remet les choses à leur place. Et alors voilà, ici, donc sur ce dépôt, je vais revenir dessus parce qu'il y a des trucs vraiment cool. Ici, on est sur l'interface graphique qui permet de manager Argo CD. Alors là, il va falloir que je fasse CTRL-clic avec un micro, par contre. Alors, là, on a Random JDR et Random JDR Staging. Je vais aller regarder Random JDR, CTRL-clic, raté. Bon, tant pis. Voilà. Et donc Argo CD nous permet en fait de regarder, de monitorer un peu nos ressources Kubernetes. C'est joli, il y a des petits graphiques. Et il va nous dire ici, moi, je suis synchronisé à la version 0.5.0. Super, bravo. Donc là, il a déployé tout ce qu'on lui avait demandé de déployer avec Argo CD. Et c'est tout ici. Et on voit que tout est ouvert. Bon, c'est cool. Et si jamais je viens pousser et taguer une nouvelle version, je vais venir ici dans ce dépôt GitOps. Je vais venir lui dire, en fait, tu me déploies la version 6 et il va aller déployer la version 6 automatiquement. En fait, il surveille ce dépôt, Argo CD, et il surveille l'autre dépôt. Et du coup, dès qu'on va lui dire, monte une version, il va aller chercher le code tout seul et il va aller télécharger les images Docker tout seul. Alors, le deuxième truc qu'il y a de pas mal dans ce dépôt-là, c'est que on a Random JDR Staging. Random JDR Staging, c'est la même chose que l'autre. C'est un fichier YAML qui décrit une application Argo CD. En fait, à un moment, je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai un truc en prod, je peux le partager à mes parents, ils vont être fiers de moi. Sauf que ils vont pas être si fiers que ça parce que j'ai pas de pré-prod. Et du coup, si je casse un truc, je le casse en prod. Donc pour éviter ça, j'ai voulu mettre en place une pré-prod. Comment j'ai fait? J'ai copié-collé le fichier précédent, je l'ai modifié un peu, et la magie a opéré en fait. Argo CD est venu déclarer cette nouvelle application et il est venu surveiller. Du coup, moi je lui ai dit, en fait, la pré-prod, ça surveille la branche main et ça va chercher les values de staging et puis derrière, en fait, il a fait les choses tout seul. Et donc ici, automatiquement, je me suis retrouvé avec une deuxième application, hop, qui est juste ici, Random JDR Staging. Et donc ça, c'est la copie de l'application précédente, sauf que celle-ci, elle est synchronisée sur main. Et j'ai une URL du coup qui s'est générée automatiquement, et donc tout ça, c'est la magie aussi de Argo CD. C'est que là, je vous ai expliqué tout ça, et vous allez peut-être me dire, ok, mais comment est-ce que Argo CD, lui, il sait en fait qu'il doit aller chercher cette application-là? Comment est-ce qu'il sait que cette config-là, ce dépôt GitOps-là, il a changé? Et en fait, c'est là toute la magie d'Argo CD. C'est ça qui est super intéressant avec, c'est que Argo CD est capable d'observer son propre dépôt. Donc le dépôt GitOps qui contient Argo CD, on peut le faire surveiller par Argo CD. C'est-à-dire que toutes les modifications que je vais faire sur ce dépôt GitOps qui contient la configuration de tout mon cluster Kubernetes, il est surveillé par Argo CD, dont la configuration de Argo CD lui-même. Donc si je veux changer les paramètres de Argo CD, je vais pouvoir le faire ici. Et Argo CD, bah lui, il sait faire quoi? Il sait déployer des applications à partir d'un dépôt Git. Il va surveiller son propre dépôt Git et publier ses propres modifications sur lui-même. On peut faire des grosses bêtises comme ça. Mais voilà, ça marche quand même vraiment pas mal. Et du coup, ici dans les add-ons, ça fait partie, donc là je vous ai montré les deux Random JDR Staging et Random JDR. Ici on a add-ons. En fait, ce fichier de config-là, il surveille ce dépôt-là, donc kubeovh, qui est le dépôt qu'on est en train de regarder là, et il surveille tout ce qu'il y a dans le dossier add-ons. Et donc, dans le dossier add-ons, vous l'aurez deviné, on a un dossier Argo CD, qui contient ici la configuration pour déployer Argo CD. Alors là, on arrive à un problème de la poule ou de l'œuf, c'est à quel moment Argo CD se déploie lui-même. Alors il y a forcément à un moment une opération manuelle de bootstrap. En fait, il va falloir l'installer soi-même à la main, donc faire un helm install. Et comme ça, après, il se démarre tout seul et il commence à se surveiller lui-même. Et après, il va appliquer les modifications qu'on fait sur lui-même automatiquement. Et donc,
ici, on a ajouté plein d'outils. Donc Cert Manager, il permet de générer des certificats HTTPS avec Let's Encrypt automatiquement. Il les rafraîchit tous les 3 mois. Donc par exemple, le problème qu'on a avec Let's Encrypt ces derniers temps, où les lifespans des certificats ont beaucoup rétréci, beaucoup réduit, lui il gère ça tout seul. Donc il gère ça pour nous. Dès qu'on crée un nouvel objet dans un namespace, il va créer un certificat pour cette URL-là. On a External DNS qui nous permet de générer de nouveaux enregistrements DNS dans OVH pour les nouveaux namespaces qu'on déploie. Donc dès qu'on déploie une nouvelle application, on va pouvoir avoir un nouveau enregistrement DNS qui va se générer automatiquement. Donc là, on gère déjà les certificats et les DNS automatiquement. Ça permet de gérer des secrets et de les versionner. Alors venez me voir après pour savoir comment est-ce qu'on versionne ces secrets dans son dépôt de code, parce que c'est super intéressant. Hop, voilà pour ça. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc je vais juste vous remontrer la liste des applications ici. En fait, ici, je vous ai montré Random JDR Staging et Random JDR. Et en fait, on a les cluster add-ons ici, qui sont tous les add-ons que j'ai rajoutés pour gérer Argo CD, dont ici, Argo CD lui-même. Voilà. Hop. Alors, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc si on résume, on avait notre version Git avec nos pipelines qui allaient bien, c'était sur Cube, mais il fallait qu'on fasse une commande Helm pour pouvoir les déployer. Et maintenant, vu que c'est lié à un autre repo Git qui va surveiller le code, on n'aura plus qu'à faire un Git push, que ce soit de notre partie Cube ou de notre partie code, et finalement, ça va être mis à jour automatiquement ou non. C'est ce que vous a montré Léo. C'est en fait soit on va suivre la branche voulue, soit quand une nouvelle version sera taguée, on pourra mettre à jour. Mais en tout cas, c'est possible de mettre à jour directement quand un code est mis à jour. Et donc, on a une petite bonus, si ça peut vous intéresser aussi. Donc, il existe des outils pour faire de la release automatique. Donc, c'est des outils comme par exemple Release Please. Il y en a qui existent en Python. Aujourd'hui, il y en existe plein. Et l'idée, c'est que donc, dans votre pipeline, vous allez rajouter cet outil. Il va regarder la version de tag courante. Il va mettre à jour la version de tag basée sur votre changelog. Donc, le changelog doit être basé en général sur du conventional commit pour que ça puisse lire ce qui va être écrit dedans et savoir comment incrémenter la version. Après, ça va créer une PR, donc avec la nouvelle version du tag et le changelog. Et si vous avez demandé, par exemple, de mettre à jour la version dans le Helm ou quelque chose comme ça. Et lorsqu'on va merger dans la branche principale, tout va se faire. Mais c'est pas magique, il faut juste le rajouter dans le pipeline et dire qu'on veut utiliser cet outil et il mettra à jour pour vous. On vous a mis un exemple du changelog en dessous, donc c'est généré automatiquement avec la version. Et le feature et bug fix, ça vient des commits avec du conventional commit et ça a pris ce qu'il y avait dedans. Alors là, du coup, on vous a montré un espèce de speedrun en fait, de comment est-ce qu'on va faire pour faire du Argo CD. Donc on est allé très très vite jusqu'à Argo CD. L'idée, c'est que vous ayez plein d'idées dans la tête à la fin de cette petite conférence et que vous ayez tous les outils du coup qui sont en ligne et qui vont être référencés dans la slide d'après que vous pourrez prendre en photo si vous voulez. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en DevOps aujourd'hui et comment le configurer. Nous, on l'a un peu facile parce qu'on n'est pas dans un contexte client avec un reverse proxy qui nous casse les pieds, on n'est pas sur des registries, on n'est pas sur des Artifactory tout pété. Donc nous, c'était assez facile de mettre ça en place. Mais sur un projet dans un contexte client, c'est une autre paire de manches. Par contre, voilà, maintenant vous pouvez venir et dire, en fait, tu sais que c'est super, elle m'installe et tout ça, mais on peut aussi faire du Argo CD. On peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Donc là, je vous ai montré très très vite la création des certificats automatiques. C'est super magique, vraiment ça marche trop bien. Mais encore une fois, dans un contexte client, quand ils veulent générer des certificats par leurs propres moyens, vous allez avoir d'autres problématiques. Les enregistrements DNS, c'est la même chose. La gestion des secrets, vous pouvez venir me voir après, mais globalement, voilà, l'idée c'est de versionner ces secrets dans son dépôt de code. Des releases automatiques, c'était le petit mot de la fin de Anaïs. Et le principe de GitOps, où Git devient le seul endroit où gérer l'ensemble de mon projet et de mon infra. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que ce projet, comme c'est un projet fait maison et que je paye avec mon argent de poche le serveur OVH qui tourne derrière, je l'éteins en fait, généralement. Et là, pour cette démo, je ne l'avais pas rallumé depuis 2 mois.
et je l'ai rallumé il y a une semaine. Et comme tout est versionné, tout est versionné, j'ai pu le re-up en 0 secondes. En fait, ça m'a pris 0 temps. J'ai relancé le dépôt, j'ai relancé la commande elle m'installe, et c'est parti. Il s'auto-surveillait à nouveau, et tout était déployé. Ce dont on n'a pas parlé ici dans cette conférence, c'est tout ce qui est observabilité, qui fait partie aussi du monde du DevOps. Il y a tout ce qui est rollback. Argo CD vous permet de faire des rollbacks et de revenir en arrière sur des versions que vous avez déployées. Les Canary Release, c'est hyper intéressant si vous voulez aller regarder ce que c'est. Mais globalement, l'idée, c'est que je suis Google, j'ai 200 000 nœuds qui hébergent mon site. Je vais tester sur 3000 nœuds la nouvelle feature qui risque d'intégrer des breaking change. Et si ces 3000 nœuds-là, ils me disent tout est ouvert, alors je déploie sur un peu plus. S'ils me disent oula, fais gaffe, alors j'annule. Mais je ne vais pas faire une release qui va exploser tout le monde en une seule fois. Les mises à jour automatiques avec Renovate. Renovate, vous pouvez le noter aussi, c'est un super outil que vous pouvez intégrer à votre CI qui va vérifier votre dépôt et les dépendances de votre projet et vous faire des PR automatiquement pour mettre à jour les versions de vos outils, en fait, de vos librairies. Donc voilà, Renovate, c'est aussi un super outil et on n'aura pas trop le temps d'en parler. Voilà, merci à tous pour votre attention et on va passer maintenant aux questions.